Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. L'étrange guerre. Les fondements, les objectifs, les acteurs, les modes opératoires. L'étrange guerre est une série de conversations autour de la guerre au Congo-Kinshasa avec l'abbé et analyste politique Jean-Pierre Mbelou. Alors, les documents déclassifiés de la CIA témoignent que les États-Unis avaient programmé la déstabilisation de la politique congolaise pour quelques décennies à partir de 1960. Et ces documents disent aussi que les États-Unis ont tout mis en œuvre pour garder le Congo dans le giron occidental. En d'autres termes, le Congo a été transformé dans ce que vous appelez un État raté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un État raté ? Un État raté, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression d'Edouard Herman, qui a écrit un article intitulé « Produire des États ratés » le 10 septembre 2012. Et parmi les États ratés, il mentionne le Congo. Un État raté, en partant d'Edouard Herman, je dirais ceci. C'est un État qui, pour avoir été soumis à la guerre peut être militaire ou économique, devient incapable de pouvoir y répondre aux attentes de sa population, de son peuple. Donc, il est détruit dans ses fonctions régaliennes, au point qu'il ne répond plus aux attentes normales de son peuple. Mais cet état raté peut aussi être transformé en un état manqué. La petite différence entre l'état raté et l'état manqué, c'est que l'état manqué, c'est un état raté, mais qui, comme le dit Chomsky, présente des apparences d'un état normal. Et pourtant, ces institutions peuvent être dites démocratiques, sont vides de contenu. Donc, un État manqué, c'est un État qui, bien qu'ayant des institutions donnant l'impression de fonctionner, formellement, sont vides de contenu. Donc, le Congo accumule en lui seul ces deux attributs. Il est à la fois un État manqué. On vous parle de la République démocratique du Congo, alors que le Congo n'a de démocratie que de nom. On vous parle de l'État congolais, alors que le Congo est un État raté, géré par la mafia politico-internationale, avec des marionnettes qui sont sur place. Donc vous voyez, c'est ça l'État raté. Mais comment est-ce qu'on en vient à produire un État raté ? Au début de cet article, Edouard Herman dit quelque chose d'intéressant. Pendant la guerre du Vietnam, au-dessus de l'entrée d'une base américaine, on pouvait lire « Killing is our business, and business is good ». Tuer, c'est notre affaire, et les affaires marchent bien. En effet, les affaires marchaient vraiment très, très fort au Vietnam, de même qu'au Cambodge, au Laos et en Corée, où on comptait par millions le nombre de civils tués. D'ailleurs, elles sont plutôt bien maintenues aussi après la guerre du Vietnam. Donc, tuer, c'est un business. Un business pourquoi ? Parce que c'est un business qui sert ce que les Américains appellent leur sécurité nationale. Cette notion est aussi importante à connaître si nous voulons savoir pourquoi on produit les États ratés. On produit les États ratés, on l'a déjà mentionné dans l'analyse, pour faire main basse sur leurs ressources du sol et du sous-sol. Mais cela obéit à un principe, le principe de la
sécurité nationale. Pour préserver leur sécurité nationale, les États-Unis estiment qu'ils doivent contrôler les matières premières stratégiques d'autres pays, avoir accès à leurs marchés clés et aux énergies. Donc, les trois principes-là, ils doivent être les seuls à pouvoir contrôler les ressources stratégiques, avoir accès aux marchés clés et contrôler les énergies. Si un autre pays qu'ils estiment comme étant leur concurrent a accès au même marché, ils créent le chaos dans ce pays-là pour qu'ils demeurent les seuls maîtres à pouvoir contrôler les ressources stratégiques, l'accès aux marchés clés et aux énergies. C'est ce qui s'est passé au Congo. N'oublions pas que la guerre de Clinton, en dehors du fait qu'elle a été pendant tout un temps dirigée contre la France et la Belgique, a fini par devenir, à partir de 2003, une guerre menée contre la Chine, qui devenait un partenaire minier du Congo. Donc, vous pouvez être leur marionnette, mais dès que vous changez de partenaire sans leur permission, ils vous créent le chaos, ils peuvent même vous tuer comme ils l'ont fait avec Laurent Désiré Kabila. Donc, la production des États ratés est liée à la doctrine de la sécurité nationale. C'est qu'on peut être étonné d'apprendre, par exemple, que le Congo, Obama l'a dit à un certain moment, le Congo a porté atteinte à notre sécurité nationale. Vous dites, tiens, mais nous sommes si loin, comment est-ce que nous avons... Oui, quand vous touchez, quand vous faites de votre marché un marché multilatéral, vous attentez à la sécurité nationale des États-Unis. Donc, tous ces principes-là doivent pouvoir être maîtrisés. Alors, pour se venger, pour pouvoir vous déstabiliser, ils vont recourir aux minorités parce que ils savent que les minorités sont fragiles. Mais comment vont-ils faire pour que les minorités sentent qu'elles doivent dépendre d'eux? D'abord, ils financent leur budget de fonctionnement, mais aussi, ils leur disent que la garantie de leur sécurité dépend d'eux. Ce faisant, ils appliquent un autre principe, ils instrumentalisent les minorités et les mettent en confrontation vis-à-vis des majorités. Donc, cette confrontation permanente déstabilise les pays qu'ils envient et ça met la culture de ces pays-là en mal et la guerre perpétuelle se fait sur fond d'une déstabilisation permanente. Donc, les minorités sont armées pour pouvoir déstabiliser les majorités. Et elles ne peuvent pas facilement comprendre qu'elles doivent composer avec les majorités. Pourquoi? Parce que leur sécurité est garantie par leur chef, leur maître. Quand vous étudiez, qui c'est, Peter Dalscott le fait dans La route vers le nouveau désordre mondial ou la machine de guerre américaine, quand vous étudiez les guerres, vous verrez que souvent, ce sont les minorités qui sont utilisées contre les majorités. Pourquoi? C'est aussi parce que les minorités savent que si on applique le principe du suffrage universel majoritaire, ils ne gagneront jamais les élections. Alors ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur les forces extérieures pour être au pouvoir, mais en tant que nègre de service, quoi. Alors, on comprend bien que la production d'un État raté répond à des impératifs de sécurité nationale, mais pourquoi il y a une telle volonté de détruire le Congo alors qu'il y a des pays comme le Chili qui n'a pas été détruit, pourtant c'est un pays qui a été instrumentalisé, il y a des pays comme Cuba qui n'ont pas été détruits. Pourquoi il y a cette volonté de détruire le Congo alors ils auraient très bien pu l'occuper d'une autre manière? Oh, mais vous parlez du Chili. N'oubliez pas que quand le Chili a eu à sa tête Allende, il a été attaqué.
Parce qu'Allende, c'était un progressiste. Donc, il a été attaqué comme on attaquait à ce moment-là tous les leaders nationalistes et progressistes. Le Cuba a résisté parce que le Cuba a eu un leadership convenable, un leadership patriote, un leadership résistant. Arrête un peu, j'arrive, je regarde. C'est parti. Donc, n'oubliez pas que le Chili a beaucoup souffert comme pays d'Amérique latine quand il a eu à sa tête Monsieur Allende. Et le Cuba, c'était modèle à part. Pourquoi? Le Cuba a dû avoir à sa tête un groupe de leaders patriotes amoureux de leur pays. Mais aussi un groupe de leaders fondés sur des principes moraux, mais aussi sur le droit international. Si le Cuba a dû résister pendant plus de 50 ans, n'oublions pas qu'il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État menées à l'endroit de son leader Fidel Castro, un leader historique. Mais aujourd'hui, vous avez sur Internet des films qui vous montrent ce qui a fait la force du Cuba. C'était d'abord le fait que ce leadership était solide et qu'il était fondé sur l'éthique de la fierté d'être soi, sur l'amour de soi et de sa patrie. Cette éthique-là a dû aider ces leaders à pouvoir mener leur lutte. Mais ils étaient aussi ouverts aux autres pays comme la Russie. Ça, c'est l'un de deux. Ces leaders étaient liés à au moins 3 principes du droit international sur lesquels ils étaient fondés et qu'ils n'ont jamais voulu brader jusqu'à ce jour. C'est le respect de l'égalité souveraine. C'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est le principe de la réciprocité. Les leaders politiques cubains n'ont jamais voulu négocier ces principes-là du droit humanitaire international. Et ils ont inculqué à leur peuple ces principes éthiques de l'amour de sa patrie, ce principe éthique de l'amour propre, de l'amour de soi, ce principe éthique de la fierté d'être soi. Une troisième chose, quand les Cubains se sont rendus compte qu'ils avaient été infiltrés et déstabilisés, ils ont fait la contre-infiltration. Donc, ils pouvaient lutter contre leur véritable adversaire. Ça, c'est aussi important. Le Cuba savait, et sait jusqu'à ce jour, qui était son véritable adversaire. Parce qu'il avait réussi à identifier son adversaire et ses méthodes et ses tactiques de déstabilisation. Le Cuba a créé des contre-méthodes pour pouvoir tenir. Il a réussi à infiltrer l'adversaire et à échapper à certains de ses coups. Donc, et c'est ainsi que le Cuba reste pour plusieurs pays du monde un modèle unique de résistance. Il n'y a pas longtemps que les États-Unis sont repartis vers les Cubains pour pouvoir négocier un autre modus vivendi. Mais les Cubains ne sont pas bêtes. Ils savent que ce n'est pas pour leurs beaux yeux que les Yankees reviennent. Ils savent que c'est pour mieux les avoir. Ils sont éveillés. Donc, ils ont eu une très grande résistance spirituelle et morale. N'eût été leur grande résistance spirituelle et morale, ils seraient comme tous les autres pays, comme le nôtre. Mais qu'est-ce qui fait que le nôtre puisse être aussi détruit que ça?
Mais nous l'avons déjà souligné. Et Cynthia McNay le dit en des mots très simples. Il n'accepte pas que nos matières premières puissent être contrôlées par les Congolais eux-mêmes. Mais il y a notre part. Nous ne devons pas négliger notre part. Notre part, c'est que nous avons, comme tous les peuples, des élites compradores, mais nous ne faisons pas des questions de terre, des ressources minières, de contrôle de ces ressources, les questions qui peuvent être au cœur de nos débats. Nous sommes distraits, nous débattons de la démocratie et des droits de l'homme, pendant que les questions essentielles, les objectifs ultimes que ces nations, ces multinationales et transnationales cherchent à atteindre chez nous, ce sont nos matières premières, ce sont nos terres. Voilà. Nous n'avons pas encore réussi à faire de ces enjeux majeurs les questions qui soient au cœur de nos débats, pas simplement entre des petits cercles d'intellectuels, mais aussi avec les collectifs citoyens à la base. Nous n'avons pas encore réussi jusqu'à ce jour à avoir des grandes organisations en conscience qui organisent des lieux de la production de la pensée de façon que cette pensée et les valeurs morales, éthiques indéboulonnables puissent guider la marche de notre peuple. Et puis jusque-là, nous avons été fragilisés de l'intérieur, nous n'avons pas encore eu, après Lumumba, nous n'avons pas encore eu un leadership collectif, visionnaire et charismatique pouvant tirer le pays vers le haut. Alors, vous avez parlé de Cuba et des éléments essentiels qui sont la fierté de soi, l'amour de son pays et les principes de réciprocité. Par contre, dans le cas du Congo, comme vous l'avez mentionné, vous avez parlé d'inculture. Parce qu'aujourd'hui, avec cette guerre du Sud dont on a abordé les aboutissants, le plus grand ennemi des Congolais, pour certains, c'est le Congolais lui-même. Et on arrive à des discours où la justification de la descente aux enfers de la RDC relève principalement des Congolais. Et vous estimez de votre côté que cet effort, je vous cite, cet effort de victimisation de tous les Congolais et Congolaises comme auteurs de leur descente en enfer nous semble relever de l'inculture, c'est-à-dire de la mise entre parenthèses de toute la documentation mise sur la place publique par des intellectuels mondiaux étudiant les ambitions de l'Empire US au cours de ces dernières 5 décennies. À partir de toute cette documentation qui existe mais qui n'est peut-être pas lue, il y a quand même si le Congo n'est pas une île, on a l'impression que le Congo relève d'une certaine exception, des génocides, des souffrances. Est-ce que la production d'un État raté tel que vous l'avez décrite, est-ce qu'elle est comprise par la population du fait ne serait-ce que des souffrances? Et comment ils interprètent cette souffrance? Je vais peut-être vous surprendre. Une bonne partie de nos populations est tombée dans la folie. Une folie joyeuse, liée à ce que j'appelle effectivement un culture. C'est-à-dire, quand vous nous voyez manger et boire à un certain moment, c'est comme si nous ne portions pas tellement le souci de ce qui se passe autour de nous. Si j'ai fait allusion à la victimisation, c'est parce que je tiens aussi à ce qu'on puisse indiquer les niveaux d'action. Tous les Congolais ne sont pas dans les institutions, par exemple. Il y a des responsabilités qui relèvent des Congolais qui sont dans ces institutions vides. Il y a des responsabilités qui relèvent des Congolais qui ont un certain rôle à jouer comme intellectuels, comme journalistes, comme analystes. Donc, si nous n'établissons pas ces différents niveaux de responsabilité, nous risquons de victimiser tout le monde. Il y a des Congolais qui font partie des élites compradores et qui cherchent à tout prix à pouvoir vendre leur pays à l'extérieur. Ce qui fait que, à force
de travailler comme élite comprador, nous avons aujourd'hui un peuple, une partie de nos populations qui dit par exemple que vendons ce Congo-là, que chacun de nous prenne par exemple sa part. Donc il y a comme un envoûtement de nos populations, mais lié au fait que, du point de vue des responsables, l'adhésion à l'hégémonie culturelle et économique dominante ne permet pas de pouvoir recréer un pays digne de ce nom. Donc, nous ne pouvons pas victimiser tout le monde. Nous ne pouvons pas dire que ce sont tous les Congolais qui sont concernés par la descente de leur pays aux enfers. Et la relecture de l'histoire nous permet de dire, chaque fois qu'un leader s'est levé pour donner à ce Congo une autre orientation, ceux qui cherchent à avoir la mainmise sur ce pays l'ont tué. Pourquoi est-ce qu'ils tuent? Ils tuent pour créer la peur. Ils tuent pour qu'un leader de cet Kabila ne puisse plus se lever. Donc, ils ont une grande part, mais leur part ne serait pas cette part ne serait pas tellement comment dirais-je importante si ils ne coopéraient pas avec les ennemis intérieurs du peuple congolais. Donc il y a cette coopération entre les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs, et la part des ennemis intérieurs est aussi importante parce que ce sont les ennemis intérieurs qui travaillent à maintenir notre peuple dans l'amnésie, dans l'inculture, dans l'ignorance, et on ne sait rien construire sur l'ignorance. Dans la production d'un État raté, il y a justement cet affaiblissement de l'intérieur. Vous avez parlé des ennemis intérieurs, vous avez parlé des institutions, et par rapport à ça, dans le livre La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion, dans ce livre, en fait, on expose le modus operandi des réseaux mafieux nationaux et transnationaux qui orchestrent le chaos pour avoir la mainmise justement sur les ressources. Mais ce livre attire l'attention surtout sur un phénomène, celui de l'agencification internationale de l'État congolais et des instances gouvernantes. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce process en fait d'agencification des institutions congolaises, comment ça se matérialise et comment fonctionnent ces agences que vous appelez vous agences de sédition? Non, faisons la part des choses entre l'agencification et les agences de sédition. L'agencification, c'est le fait de noyauter les institutions de l'intérieur en les faisant gérer par ceux qui prétendent les aider. Explicite. Vous avez fait allusion aux documents déclassifiés du département d'État qui disent que les États-Unis avaient décidé de pouvoir occuper le Congo pendant quelques décennies. Mais comment l'ont-ils fait? Comment ont-ils réalisé cela? Ils ont créé un ministre qu'ils ont donné à Mobutu. Donc, et en dehors de ce ministre, il y a eu le directeur exécutif de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui était contrôlé par eux, mais qui était à la fois le conseiller économique de Mobutu et le conseiller de la Banque nationale congolaise. Vous voyez comment fonctionne la gentrification? Un élément extérieur infiltre vos institutions et les contrôle. Mais apparemment, vous avez l'impression que c'est Mobutu qui est chef. Mais Mobutu est travaillé de l'intérieur par un agent qui est contrôlé par les forces qui cherchent à vous dominer. Il en va de même de certains ministères. Par exemple, on vous dit, nous avons le ministère de la coopération internationale. Mais l'argent qui est donné pour la coopération internationale n'est pas géré par le ministre. C'est quelqu'un de l'extérieur, souvent du pays d'où vient cet argent-là, qui gère la dépense de cet argent de l'intérieur, à l'intérieur du ministère. Donc, c'est notre argent, nous vous le donnons, c'est nous qui devons le gérer. Donc, c'est ce mode opératoire que nous appelons agencification. Mais les agences de sédition
elle aussi, agencifie les ONG congolaises et les partis politiques. J'ai imprimé pour vous ce texte. Vous voyez qu'il y a là un parti politique dont nous allons taire le nom, qui a signé un protocole d'accord avec le NDI. Le NDI, qui fait partie de ces agences de sédition et de ces agences instruments de sédition made in USA. Vous avez le NDI, vous avez la NED, vous avez l'USAID, vous avez l'IRI, vous avez plusieurs institutions liées au département d'État américain ou à certains membres de l'État profond américain, comme les McCain, les George Soros, qui travaillent à la déstabilisation des pays et qui font, comme l'un de leurs chefs avait osé affirmer, je vais trouver le texte, avait osé affirmer que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que la CIA a fait il y a 25 ans. Je vais trouver le texte. Oui. En 1991, c'est un média dominant, je pense que c'est le New York Times, que s'est confié un responsable des noyaux coordonnant tous ces instituts américains. Allen Weinstein, responsable de la NED, disait ceci, c'était au Washington Post. Beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui a été fait de manière occulte par la CIA il y a 25 ans. Vous voyez? Et comment est-ce que j'en suis arrivé à étudier cette question des agences de séduction, des agences et instruments de séduction made in USA? J'apprends, par exemple, que la Russie a chassé certaines agences de son pays parce que elle contribuait à sa déstabilisation. Mais je m'intéresse depuis très longtemps à la politique telle qu'elle est en train d'être menée en Amérique latine. Alors, un jour, je tombe sur cet article. Venezuela, théorie des coups d'État doux, une pratique paramilitaire de violence et de terreur. J'essaie de lire, je me rends compte que j'avais eu de l'admiration pour un livre de René Char, et je vois que René Char est cité parmi ceux qui travaillent à cette politique de déstabilisation des pays. Et pourtant, quand vous lisez de la dictature à la démocratie, vous voyez qu'il y a plusieurs pratiques qui sont mentionnées, et vous vous dites, mais c'est bien. En lisant cet article, je me rendais compte que René Char, c'était un expert du système. Donc, tous ces instituts qui sont très très bien financés vous donnent l'impression qu'ils vous préparent à pouvoir mener des actions non violentes. Mais ils mentent. Ils mentent, tous ces instituts. Souvent, ils recourent au mensonge pour créer la confrontation entre les partis, par exemple, d'opposition et le parti au pouvoir. Souvent, ce sont eux qui ont créé le parti au pouvoir et qui l'ont soutenu. Mais quand, comme au Congo là, le parti au pouvoir essaie de diversifier ses partenaires miniers, il devient leur ennemi. Mais souvent, cette inimité peut être simulée. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de conseiller et celui qu'ils prétendent être leur ennemi et les partis de l'opposition. Alors, vous entrez en confrontation. D'abord, quand le parti qui est au pouvoir se sent coincé, qu'est-ce qu'il fait?
il commence à recourir à la répression. La police réprime. Alors, comme ces ONG sont liées aux ONG de droits de l'homme, les ONG de droits de l'homme commencent à parler de la violation des droits de l'homme. Mais finalement, les pays qui gèrent ces ONG vont finir par intervenir dans notre pays, dans les pays qu'ils veulent soumettre. Pourquoi? Ils vont recourir à la responsabilité de protéger, comme principe du droit international. Alors, ils viennent, non pas pour protéger, mais pour vous mater et faire même base sur vos matières premières. C'est ainsi qu'un monsieur comme George Soros est parmi les financiers de Open Society, qui est une agence et instrument de séduction made in USA. Vous voyez un peu la procédure. Donc, deux niveaux du discours. Le discours officieux qui cherche à faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol. Le discours officiel qui parle des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, on instrumentalise le discours officiel pour pouvoir réaliser les objectifs ultimes officieux. Voilà pourquoi, encore une fois, nous avons intérêt à pouvoir maîtriser ce mode opératoire si nous voulons nous tirer d'affaire. Alors, un autre processus qui est mis en œuvre en parallèle à l'agencification, c'est officiellement la transformation de militaires en hommes politiques. On a vu au Congo l'AFDL, RCD, CNDP, M23. Ce sont des milices qui, à un moment donné, ont intégré les institutions congolaises au prétexte qu'après la guerre, on fait la paix, on se transforme en homme politique. Mais on se rend compte que ça ouvre toujours la porte à une autre rébellion, à une autre milice. Alors, comment fonctionne justement cette transformation de milices en politique? Parce que c'est aussi un instrument d'affaiblissement finalement de l'institution congolaise. Il procède par infiltration. Il y a une interview que Kagame a donnée à un journaliste de la BBC le 7 décembre 2006. Mais une interview à laquelle nous faisons presque plus allusion. Et pourtant, dans cette interview, Kagame dit ceci. On lui pose la question, mais pourquoi dans votre question... on lui pose cette question. Nkunda a un homme de main qui lui est dévoué, un homme qui s'est échappé du Congo qui en 2006 s'est caché au Rwanda. Les Congolais ont demandé son extradition. L'avez-vous retourné au Congo? Kagame dit, non, je ne suis pas au courant d'une telle chose. Alors, on poursuit. Et pourtant, Nkunda est au Rwanda jusqu'à ce jour. Non, attendez. On devrait effacer parce que ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche autre chose. C'est dans 2006. Oui. Donc, il dit quelque part que le RCD, le CNDP, c'est lui qui les a créés. Même le PPRD. Alors donc, c'est après 2006. Oui. Parce que le CNDP, c'est 2009. Le CNDP? Non, 2003. C'est 2003 déjà. 2003 déjà? Ah, oui. 2003 parce que Nkunda avait été chargé de pouvoir lutter contre le contrat chinois. D'accord. Oui. Comment est-ce que j'ai pris autre chose que c'est tu as arrêté. Je repose, oui. Fais une pause. C'est reparti. Kagame donne une interview à la BBC le 7 décembre 2006. On lui pose cette question.
Permettez-moi de vous poser une question au sujet de la République démocratique du Congo. Votre gouvernement a-t-il arrêté de se mêler dans les affaires du Congo? Le président Paul Kagame répond: je suis sûr que vous obtiendrez une meilleure réponse au Congo parce que les Congolais ne se plaignent pas de nous du tout. Alors, le journaliste pose une question. Laurent Nkunda est un rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été entraîné par le Rwanda. Il est Tutsi. Le soutenez-vous? Écoutez bien la réponse de Kagame. Dans une certaine mesure, même le président Kabila, qui est là-bas, et beaucoup d'autres membres du gouvernement ont été entraînés par le Rwanda. Et il va finir par dire ceci. Oui, je suis, en répondant à une autre question, vous n'avez aucune idée, alors que les Congolais ont écrit une lettre en janvier 2006 à votre ministre des Affaires étrangères en exigeant son extradition. Oui, répond Kagame, mais je suis en contact régulier avec le président Kabila, avec les autres hauts responsables de la République démocratique du Congo. Ils ne se plaignent pas de cela. Je ne suis pas au courant d'un quelconque renouvellement d'intérêt dans cette situation. C'est ici que je l'apprends de vous. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'il procède? Le Rwanda au Congo, nous devons toujours faire la différence entre le FPR, APR et les Rwandais. Hein? Beaucoup de Tutsis ont souffert comme beaucoup de Hutus. Nous ne devons pas identifier tous les Tutsis à Kagame et tous les Hutus aux génocidaires. C'est toujours bien de faire la part des choses quand nous traitons de cette question qui est très sensible. Donc, ils ont agi comme le ferait une pieuvre qui a plusieurs têtes. Quand vous coupez une tête, une autre pousse. C'est ça. Quand on essaye de pouvoir rentrer au Congo, c'est l'AFDEL qui est devant la scène politique. Donc, ils nous infiltrent par l'AFDEL. Ils procèdent par infiltration. Beaucoup de militaires et hommes d'affaires rwandais nous infiltrent par l'AFDEL. Vous vous souvenez que l'actuel ministre de la Défense rwandaise a été chef d'état-major au Congo, James Kabarebe. Vous avez les gens comme vous avez aujourd'hui des Rwandais qui sont dans l'armée. Donc, quand ils viennent, ils vous infiltrent. Certains de leurs membres vont dans l'administration, le commerce et dans les institutions politiques et dans l'armée. Ils recréent une guerre. La deuxième guerre, c'était celle du RCD. Et on crée un accord. Au moment de l'accord, on signe la paix et on fait des membres du RCD qui sont pour la plupart rwandais, on en fait des Congolais. Ils rentrent dans les institutions. Après le RCD, une autre guerre éclate. La guerre du CNDP. On fait la paix. On fait la paix et il y a infiltration dans l'armée et dans les institutions. Après le CNDP, une autre guerre éclate. La guerre du M23. Donc, vous voyez, la pieuvre recourt au moment de paix simulé pour infiltrer les institutions et les affaiblir de l'intérieur. Et Kagame lui-même le dit dans cette interview. Tous ont été formés au Rwanda. Donc pour pouvoir infiltrer les institutions et les affaiblir de l'intérieur. Mais cette histoire n'est pas enseignée à l'école. En tout cas, du moins jusque-là. Donc nos jeunes qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années ne connaissent pas cette histoire. Ils estiment que tous les militaires au Congo sont congolais. Et pourtant, plus
plus de 40% des militaires congolais sont rwandais. Nkunda Batware donne un témoignage là. C'était quand? Le 2 janvier 2008. Il dit ceci. Dans une interview qu'il avait accordée à un journaliste de la radio Guiza, M. Robert Kanyengesha. Il répondait à cette question. Pouvez-vous affirmer ou infirmer l'information selon laquelle il y aurait des officiers et des soldats rwandais au sein du CNDP et des FRDC? Kunda dit, eh bien, si vous entendez par soldats rwandais tous ceux qui ont servi un jour dans le Front patriotique rwandais, le FPR, et ensuite dans l'armée patriotique rwandaise, l'APR du général Paul Kagame, alors le peuple congolais a un sérieux problème à résoudre, car son propre président élu au suffrage universel, direct à plus de 58% de voix, je cite Joseph Kabila, est non seulement d'origine Tutsi comme moi, mais il est aussi un ancien soldat du FPR comme moi. Cherchez donc l'erreur. Vous voyez? Or, en faisant allusion à la façon dont se sont passées les élections en 2006, nous avons vu qu'il y a eu des soutiens extérieurs qui ont promu un membre de la minorité pour mater les majorités. Cette promotion frauduleuse est considérée par Kunda comme une élection. Vous voyez comment fonctionne la chose? Une promotion, un soutien frauduleux offert à un membre de la minorité Tutsi pour dominer les majorités Bantou et Hutu. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.